Votre attention s'il vous plaît. Une valise noire contenant des matières explosives a été repérée par nos abeilles antiterroristes. Les forces de police vont procéder à sa destruction. Cette fiction est sur le point de devenir la réalité. Les abeilles seront demain les nouvelles unités d'élite pour flairer les colis piégés, détecter les bacilles et virus lors de menaces bioterroristes et localiser les mines sur les champs de bataille. Ok Mathilde, tu peux prélever l'échantillon. C'est bon, rentre-le plus à l'intérieur. Ok, pas de problème. Grâce à l'air inspiré par un renifleur, les abeilles dressées enfermées dans la boîte bleue sont en mesure de détecter immédiatement la moindre particule d'explosif. John Wilkins, scientifique chez Incense UK, le développeur du système, fait une démonstration au service de sécurité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Dans cette valise, nous avons les soldats de demain. Nous avons entraîné les abeilles à détecter les explosifs et nous obtenons un taux de réussite incroyable. Pouvez-vous me dire quelles sont les réactions des abeilles quand elles détectent un explosif ? Quand les abeilles détectent un explosif, elles étendent leur langue. Ici, on suit le processus en temps réel. Quand vous voyez ces pics, c'est l'alerte. Vous devez inspecter le sac. Est-ce qu'il y a un risque que les passagers soient piqués par les abeilles ? Non, les abeilles sont enfermées en toute sécurité dans l'unité de détection. Ces agents spéciaux opèrent en trio. Chaque abeille est reliée à un tube renifleur. Leurs réactions sont surveillées par une microcaméra qui retransmet leur image sur un ordinateur. Les abeilles mémorisent un grand nombre d'odeurs différentes à des taux de concentration très faibles. De simples abeilles domestiques remplaceront-elles les chiens détecteurs d'explosifs ? Peut-être pas, mais le coût de leur formation est très faible par rapport à leurs confrères à quatre pattes. Et une seule ruche peut représenter des dizaines de milliers d'agents de sécurité ailés. C'est une Française, le docteur Mina Femme-Delègue, qui est à l'origine de ces recherches. Elle dresse également les abeilles à tirer la langue, mais pour reconnaître un polluant. La méthode consiste, comme pour un chien, à associer une odeur à une récompense d'eau sucrée. Au contact des fleurs, l'abeille tire naturellement la langue pour prélever le nectar sucré. L'abeille fera de même après un apprentissage en laboratoire, quand elle reconnaîtra une odeur mémorisée. Bon, j'attaque l'essai numéro 2, toujours avec le polluant A, d'accord ? On y va ? Mais Mina a trouvé une méthode beaucoup plus simple que le dressage, en utilisant tout simplement les nombreuses ruches des apiculteurs pour la biodétection. Chacune de ces ruches peut constituer un échantillon comme capteur de pollution et de cette façon, on aura un maillage sur le territoire, à la fois en France et éventuellement plus largement en Europe et dans le monde. Ce qui est très intéressant avec les abeilles, c'est qu'elles constituent une méthode d'échantillonnage qui est beaucoup plus économique que les méthodes chimiques. Écoute, on est vraiment au bon endroit, entre l'autoroute et la forêt, ce sera parfait. En termes de pollution, on va être dans un niveau intermédiaire, je pense. Il faut compter environ 50 véhicules à la minute pendant les heures de pointe. Les abeilles sont de vrais indicateurs de pollution. En butinant et pollinisant, elles recueillent dans le duvet de leur corps, et sur un très large périmètre, d'infimes échantillons de poussière, d'eau, d'air, qui renseignent l'homme sur la présence éventuelle de substances polluantes. Je vais en prélever une vingtaine et puis on les enverra au laboratoire et puis de cette façon on aura une bonne idée de la pollution aux environs de l'Opéra de Paris.
Grâce aux apiculteurs qui installent leurs ruches même au cœur des villes, les abeilles deviendront les biodétecteurs de la qualité de notre air. Des scientifiques italiens ont expérimenté avec succès des prélèvements d'abeilles pour analyser des pollutions industrielles à base de plomb, mais également lors de l'accident nucléaire de Tchernobyl, où il s'est avéré que les abeilles et le pollen, collectés sur leur corps, étaient de très bons indicateurs de radioactivité. Les abeilles, en déplaçant le pollen de fleur en fleur, permettent leur reproduction. Pour Albert Einstein, sans la pollinisation des abeilles, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre sur Terre. Pour certains scientifiques allemands, il faut polliniser Mars. Les futurs voyages spatiaux vont durer 2 à 3 années et on ne pourra pas transporter assez de vivres pour envisager la conquête de l'espace et l'installation permanente de nombreuses colonies humaines sans produire de la nourriture sur place. Une solution serait de créer des serres géantes opaques dans lesquelles la pollinisation ne semble pas impossible. Pour des raisons de fiabilité, la NASA préfère pour l'instant la piste des robots pollinisateurs. Mais elle a déjà testé avec succès l'influence de la microgravité sur les abeilles et la pollinisation semble envisageable. Alors peut-être qu'un jour, des champs de tomates et de coquelicots pousseront sur Mars. Ce scientifique ne travaille pas sur la pollinisation de Mars, mais sur sa conquête à partir d'aéronefs développés grâce aux yeux des abeilles. Ok, quand l'avion est en vol, ne soyez pas distrait. Gardez votre œil dessus. Sachez ce qui se passe, car ça peut être dangereux ici. Ces spécialistes australiens de la vision des abeilles collaborent depuis plusieurs années avec la NASA sur un projet maintenant en phase de test. Où est-il? Où est-il maintenant? Ok, je passe la main. C'est un vol autonome, n'est-ce pas, Dean? Oui. 100 km/h. Oh oh. Reprends le contrôle, nez en haut, nez en haut, nez en haut. Et merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il n'a pas répondu. L'utilisation des robots abeilles sur Mars est prévue dans une bonne dizaine d'années. Paradoxe, les abeilles verraient la planète rouge en bleu. En effet, elles perçoivent toutes les couleurs et les ultraviolets, sauf le rouge. Le professeur Srinivasan et son équipe sont les géniteurs du projet commandité par la NASA. Cela ne ressemble pas à une abeille Javan, ça va marcher? C'est conçu pour une atmosphère très mince, il volera assez vite. Plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, mais il volera. Si vous faites voler sur Mars un avion télécommandé de la Terre, le signal prend quelques minutes pour aller de Mars à notre planète, et une fois une montagne repérée, il sera trop tard, l'avion l'aura déjà percuté. Nous utilisons donc les principes de la navigation par la vision appris chez les abeilles pour piloter des véhicules sans hommes sur Mars. Ces principes intéressent aussi les militaires. Une des applications de ces recherches est d'envisager l'utilisation de petits engins de reconnaissance qu'un soldat pourrait porter sur son sac à dos et lancer d'un côté de la montagne pour voir s'il y a un danger de l'autre côté, plutôt que d'y aller soi-même et se faire flinguer. Ces véhicules peuvent être les yeux et les oreilles du soldat sur le champ de bataille. Si les 5000 facettes des yeux permettent à l'abeille une bonne perception des formes et des couleurs dans un champ de 360 degrés, ce n'est pas ce principe que le professeur Srinivasan exploite. Contrairement à nos yeux, ceux des abeilles travaillent individuellement. Ces deux murs se déplacent dans la même direction à la même vitesse. Les abeilles voleront plus ou moins au milieu du tunnel.
Si je ralentis un des deux murs, l'abeille pense que ce mur est plus éloigné. Pour garder sa trajectoire, l'abeille va donc s'en rapprocher. Les abeilles corrigent en permanence leur trajectoire en fonction de la distance de l'obstacle transmise individuellement à l'œil gauche et à l'œil droit. Reste pour le professeur Srinivasan à convaincre ses cofinanceurs qu'un tel projet peut voler grâce à ses études sur la vision des abeilles. En vol, les abeilles s'orientent constamment par rapport au soleil. Au retour des champs, les butineuses sont guidées par les glandes odorantes des rappeleuses, véritables aiguilleurs du ciel. Cette butineuse effectue une danse frétillante pour indiquer la position d'une source de nectar par rapport à la position du soleil. Ces danses peuvent s'effectuer en 8 ou en rond, selon la distance de la source. C'est cet homme, Karl von Frisch, qui interpréta les différentes danses des abeilles grâce à des ruches en verre. Il démontra notamment que l'abeille peut danser plusieurs heures et varier la position de son corps pour indiquer le lieu du nectar par rapport au changement de position du soleil. Aujourd'hui, on pense que l'abeille, contrairement à l'homme qui ne mémorise que quelques repères, intègre l'ensemble des caractéristiques d'un secteur. Pas étonnant alors que l'abeille soit ainsi le meilleur des pollinisateurs. Amenez les palettes ici, et les autres par là. Les pollinisateurs naturels apportent à l'économie mondiale une contribution de 200 milliards de dollars par an, dont on attribue 80% aux seules abeilles domestiques. Pour polliniser davantage, les hommes, depuis les Égyptiens, ont appris à déplacer les ruches. Les French sont pollinisateurs routiers depuis 3 générations. On va aller dans le Montana pour voir TJ et son chien. On va charger les abeilles ici en Californie et les emmener dans les montagnes rocheuses. Ça va nous prendre environ 28 heures. Sans arrêt. Oh là là, ok. Ces nomades aux ruches roulantes embarquent toute leur petite famille dans chaque aventure. C'est le premier camion de ton grand-père pour transporter les abeilles. Et sur cette photo, c'est quand ils ont renversé des ruches en chargeant. C'était le bazar. Il y avait des abeilles partout. Maman, est-ce qu'il y avait des ours? Pas cette fois, mais parfois on a des problèmes avec les ours. Et ce camion, c'est le premier que ton père conduisait. Autrefois, certains camions intégraient même une pièce destinée à l'apiculteur routier qui vivait en permanence aux côtés des ruches. Est-ce qu'on va manger du miel au petit déjeuner, Jake? Dès que le soleil monte, la plus grosse difficulté de ce métier est la course permanente contre la montre. Aux plus fortes chaleurs, les French doivent humidifier régulièrement les ruches. Surexcités, les 50 millions d'abeilles transportées pourraient devenir une véritable bombe roulante. Mais c'est parfois un métier dangereux. On le fait depuis 25 ans. Un jour, on a eu une catastrophe quand le camion s'est retourné. Il y avait partout des millions d'abeilles en colère. Mon mari a eu également un accident. Il a été piqué probablement plus de 1000 fois. Et on a dû l'envoyer d'urgence à l'hôpital. Les French se relaient une nouvelle fois et leur fils Jake devra encore patienter en regardant la télévision. Regarde, l'homme n'a pas de chaussures. Il y a d'autres fous qui travaillent avec le miel. Nous ne sommes pas les seuls. Maman, est-ce que tu as tes chaussures? Oui, je les ai. Ces fous sont l'ethnie Kurumba, qui peuple les montagnes bleues au sud de l'Inde. Raju est aujourd'hui l'un des derniers chasseurs de miel. Avec une simple corde tissée de lianes autour de sa taille et une échelle de sa confection, il n'hésite pas à descendre jusqu'à 120 mètres le long des parois rocheuses. Est-ce qu'il va se faire piquer? Je pense que oui. Les French font partie de la grande famille de l'apiculture mobile qui chaque année transporte des millions d'abeilles depuis la Californie jusqu'aux montagnes rocheuses.